d'entraide de cette paroisse qui finalement manage, pour le dire en français, les activités sociales de cette communauté paroissiale. Et puis comme vous l'avez vu sur les images qui défilent, Moumier, l'un des petits-fils du patriarche, a fait son catéchisme ici et j'ai eu la grande joie de rencontrer Moumier pendant de nombreuses semaines, plusieurs années. Malheureusement, Moumier nous a quittés de manière subite et bien prématurée, et c'est aussi ce que je voulais dire aujourd'hui. Nous portons à la fois celui qui a vécu de nombreux jours et celui qui n'a pas pu en vivre autant. Donc ces murs portent déjà cette célébration quand Moumier a quitté ce monde. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père plein de bonté, qui nous accorde son réconfort en toute occasion, dans toutes nos souffrances et dans toutes nos détresses. Il nous console. Que le Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous accompagne dans ce moment de recueillement et d'hommage. Qu'il mette sa paix dans nos cœurs et sa bienveillance dans nos esprits. Amen. Amen.
qui est bien amené, c'est celui qui a été préparé et rédigé. Il y aura les petits-fils, les petits-enfants, M. Jean-Jacques Nzana, et nous finirons cette partie par la chorale d'Ipita Espérance et la cérémonie. D'abord les petits-enfants. Bonjour à tous. Je suis Sarah Ekale, l'une des petites filles de Bongo Anatole. Je suis désolée, je vais essayer de ne pas pleurer. Nous avons... Nous avons tenu à lui rendre hommage, donc je vais lire quelques hommages de ces petits-enfants. Nous tenions à partager ces quelques mots avec vous. Alors, je vais commencer par lire un hommage de Jules Écoulé, qui est un des petits-enfants qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui souhaitait partager avec vous ces quelques mots. Anatole, Adolphe et Bongo n'est plus. Il nous a quittés en début d'année, après plus d'un siècle sur cette terre. Devant vous aujourd'hui, je voudrais vous parler de la chance que nous avons eue. Celle de l'avoir dans nos vies aussi longtemps, d'avoir écouté son témoignage de la transformation de notre société, de la naissance du Cameroun indépendant à ce que nous sommes aujourd'hui. Plus personnellement, j'ai ressenti son optimisme dans la jeunesse que nous représentons et dans le fait que l'important était de rester positif sur soi et le rôle que l'on doit jouer dans la société. Comme beaucoup de jeunes, et moi jeune dans sa famille, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Je vous rassure, il s'agissait pour moi de retranscrire sur un ordinateur les notes et les corrections qu'il souhaitait apporter à son livre, et pour vous dire, le vieux avait encore l'œil vif et la grammaire haut niveau, voire même très haut niveau. On pourrait être égoïste et vouloir l'avoir avec nous encore un peu, mais ma foi catholique me pousse à croire que d'autres aussi l'attendent depuis bien longtemps au paradis, dans la maison du Seigneur. Et donc maintenant, je mesure la chance que j'ai, que vous avez, de conserver un souvenir impérissable de ce monsieur, un souvenir de sa sollicitude envers les gens, son envie d'aider et de soutenir. Mon bonheur aujourd'hui est de savoir qu'Anatole, Adolphe et Bongo, mon grand-père, votre patriarche, continuera à vivre dans vos souvenirs et dans les miens. Anatole, Adolphe et Bongo, fils d'Ekale, nous a quittés à l'âge de 107 ans. Merci d'être venu lui témoigner votre affection. Je vais continuer cet hommage par un mot de son autre petit-fils qui porte le même nom que lui, Anatole et Bongo. Grand-père, tu étais plus qu'un ami pour moi. Ce que je retiens de toi, c'est ton côté rigolo, humble, simple, sympa, honnête. Tu m'as appris beaucoup de choses que je garderai toujours. Tu étais un fin lecteur de journaux, un amateur de musique classique et surtout une très grande plume. Tu as laissé un vide dans notre vie. Je penserai toujours à nos belles histoires.
nous avons eu le grand-père le plus aimable et nous penserons toujours à toi. Je lirai également l'hommage qu'a voulu faire Myriam Ebongo, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est aussi une de ses petites filles. Je n'ai pas connu le directeur des douanes et encore moins l'enseignant. J'ai rencontré et aimé le père de ma mère, tendre et sage. Sans pour autant lui avoir demandé des conseils directement, je l'ai observé longuement et sa façon d'agir avec les autres a influencé mon comportement. Il était fort et rigide, tel un bâton, mais il savait aussi démontrer souplesse quand il le fallait. Repose en paix, mon grand-père, et rejoins ceux que tu as aimés et qui sont partis avant toi. J'ai eu l'honneur de porter le nom de la mère de cet homme. Et bien qu'il ait eu 107 ans, c'est toujours une douleur de voir partir quelqu'un que l'on aimait tant. Nous sommes une dizaine de petits-enfants aujourd'hui. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu être là. Mais je sais qu'il y en a qui l'attendent, du moins qui vont me remplacer au Cameroun pour le deuil. Donc, je tiens à partager avec vous son amour qu'il avait pour la lecture, effectivement, pour les mots. C'était un grand écrivain et surtout, il a toujours été là. Peu importe le temps, même si on ne le voyait pas toujours. Et il a toujours partagé avec nous nos joies, nos colères, nos angoisses, mais également nos peurs. Et je terminerai par ces mots de Ketty, qui est juste à côté de moi, Ketty Ebrulé. Tu vas nous manquer, grand-père, mais ton souvenir restera bien vivant dans nos cœurs et dans nos vies. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous venez d'entendre les petits-enfants de notre patriarche, Papa Ebongo, et vous vous demandez certainement à quel titre moi, Nzanangaba, un Manguissa du département d'Alekié, apporte mon témoignage ici. Aussi incroyable que cela puisse paraître de prime abord, je suis le frère de Sarah. C'est pour cela qu'elle a souhaité que je prenne la parole. Mon témoignage est l'histoire d'un lien fort, vécu de manière simple, visible et continue. Il s'agit de la fraternité. Fraternité chrétienne, fraternité républicaine, celle que Papa Ebongo et mon père Gaba Nzana Médard ont vécue. Elle commence à Ambam, non loin de la frontière avec la Guinée équatoriale. Le hasard a voulu que deux douaniers, messieurs Ebongo et Gaba Nzana, s'y retrouvent et travaillent autour des mêmes valeurs. L'honneur, l'intégrité, la noblesse d'esprit. Lorsque Papa Ebongo est appelé à d'autres fonctions à Douala, la relation entre mon père et le remplaçant de Papa Ebongo est très différente. Aussi, sans attendre, mon père décide d'aller rejoindre à Douala celui qu'il considère désormais comme son père. Papa Ebongo fait le nécessaire pour faciliter son arrivée et son accueil. Quelle confiance! Papa Ebongo aide le jeune douanier, au moyen limité à s'installer. Lui, la fraternité encore. De
De 1958 à 1960, le Cameroun est au carrefour de l'histoire. Il bouillonne, le sang coule. C'est dans ce climat que mon père, Ngaba Nzana Médard, entre en politique. Lorsqu'il est nommé ministre de la fonction publique, il a besoin d'un directeur de cabinet compétent et surtout qui partage ses valeurs. Naturellement, il va faire appel à celui en qui il a toute confiance. Ils vont mettre en place l'une des pierres dans l'administration camerounaise, l'ENAM, dans le souci de former des hommes sûrs et intègres pour bâtir le pays. Papa Ebongo est la personne la plus indiquée pour la douane. C'est ainsi qu'il décide de l'envoyer en formation à l'École nationale des douanes de Neuilly. Mesdames et Messieurs, la fraternité constructive. En 1966, ma mère donne naissance à une fille. Elle s'appelle Ewudu Ngaba Hermine. C'est le nom, comme certains le savent certainement, de Madame Ebongo. Belle marque de considération, véritable alliance entre deux familles. En 1968, Madame Ebongo, malade, va se faire opérer à Ebolova, dans un des hôpitaux les plus modernes de l'époque, l'hôpital des Nongal. Elle était accompagnée de sa sœur, Maman Bandé. Après ces soins, la première partie de sa convalescence se passe chez nous à Yaoundé. Au moment de son départ, elle exige de mon père que j'aille passer les vacances à Douala. Durant le voyage en train-couchette, la vigilance de Maman Bandé empêche un voleur de s'emparer d'un sac par la fenêtre. Le petit garçon que j'étais alors retient la leçon. Quand on voyage, il faut toujours être vigilant. Mon séjour à Douala, ville que je découvrais pour la première fois, a été une grande école de la vie. Jeux de société, histoire de la Seconde Guerre mondiale et de géopolitique, visites et promenades. Les occupations étaient diverses et variées. J'avais l'impression, dans la maison, qu'il y avait deux paires de jumeaux, Abel et Henriette, d'une part, Sarah et Marie-Madeleine, paix à son âme, d'autre part, le docteur, écoulé en vacances, se chargeait du recensement des difficultés de chacun et prodiguait des conseils. Je suis rentré de Douala imprégné des valeurs de fraternité et du goût pour l'histoire que je dois à son fils Ernest Ebongo, du goût pour la littérature déclenché par la revue Présence africaine que Papa Ebongo m'a acheté le jour de mon départ à l'aéroport de Douala. Je devais prendre le ferraille à 6 heures, mais nous nous sommes réveillés tard. C'est ainsi que Papa va décider de nous faire prendre l'avion encore une fois. Lorsque Bernadette, ma petite sœur, entre en 6e au collège Chaudroy de Douala, tout naturellement, en dehors de l'internat, elle réside dans sa famille de Douala, chez Papa Ebongo. Une des paires de jumeaux que j'ai citées tout à l'heure va alors se transformer en triplé. Sarah, Bernadette et Marie-Madeleine. En 1972, notre père décède à l'âge de 46 ans. J'ai vu Papa Ebongo sans voix. Il était tellement abattu d'avoir perdu un fils qu'il a refusé de prononcer le moindre discours. La douleur était forte. Le retour de Bernadette à Douala fut, comme vous pouvez l'imaginer, très dur. Heureusement pour elle. Sa famille Ebongo était là.
J'arrive au lycée technique de Douala quelques années plus tard. Je trouve ma place chez Papa et Bongo à Bonakwama. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la fraternité des parents a été transmise aux enfants. À Yaoundé, Madame Marthe Boubous entretient cette fraternité. L'Institut Pasteur où elle travaillait avant sa retraite était le passage obligé pour les enfants Gaba. En 1977, j'ai voulu réaliser les travaux de la tombe de mon père. Je suis allé en parler à Papa et Bongo. Il m'a répondu, je te l'interdis, ce n'est pas aux enfants de faire ce genre de construction. Je m'en charge. Plus tard, il m'a présenté les plans du projet réalisé par un spécialiste, M. Mandengue. Nous y avons apporté quelques modifications. Papa est allé encore mon village natal dans la Léquier avec M. Mandengue en été 1977 pour réaliser les travaux. Il y a passé, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, messieurs, un mois. Fraternité, oui, encore et encore. Après mon baccalauréat, je suis face à un dilemme. Aller continuer mes études en Europe ou gérer la famille dont j'ai la responsabilité depuis le décès de notre père. Je me rapproche de Papa et Bongo qui m'indique la conduite à tenir. C'est ça la vie de famille. Ma sœur Bernadette et moi étant en France, nos petits frères et sœurs allaient passer les vacances chez son fils Ndoumé, Abel. Oui, mesdames et messieurs, la fraternité s'entretient. Le peu de connaissances que j'ai de la musique classique, en particulier Mozart, Jean-Sébastien Bach, Handel, et puis un des morceaux fétiches de Jean-Sébastien Bach, Jésus comme un joie d'honneur, j'ai longtemps utilisé comme sonnerie pour mon téléphone, que le dois à Papa et Bongo et à mon père. Ces petits-enfants l'ont dit tout à l'heure, Papa et Bongo étaient d'une grande humilité. Il était respectueux et avait la considération pour tout être humain, petit ou grand. C'est un exemple à suivre. Les dernières confidences que Papa et Bongo m'a faites, il y a moins d'1 an, on était son sentiment de tristesse face au déficit de plus en plus chronique de fraternité dans notre pays, le Cameroun. Il nous faudra plusieurs jours pour vous parler de ce que nous avons vécu. J'espère que j'ai su partager avec vous l'amour qui nous lie. Nous sommes nombreux ici et partout dans le monde à rendre hommage à notre patriarche. Chacun de nous a dans son cœur un mot à dire à Papa et Bongo. Je voudrais te dire un grand merci, Papa et Bongo, au nom des enfants Gabanzane Mélar. Merci d'avoir été notre papa. Merci d'avoir été là pour nous. Merci, Papa. Qu'il me soit aussi permis de te dire merci pour tout ce que tu as apporté aux enfants de tes amis, en particulier aux orphelins. Je prie Dieu Tout-Puissant dans ce temple pour qu'il t'accueille et t'installe à la place qu'il réserve à tous ceux qui ont tant aimé leur prochain lors de leur séjour sur terre. Papa, repose en paix. Mesdames, Messieurs, excusez-moi d'avoir été long. Et l'homme, Dongola. Wemba Loba. Ongala loba, Tamande Goboso, ongala aon, Losima Bongo, ongala naba mose, Tamande Goboso di Bemboa, Ore Kongwadika.
Elongi. Devant le pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Marcel Puiseau. C'était comme une grande charge sur ma tête lorsque le président de la chorale m'a dit que j'ai été désigné en accord avec le directeur technique de la chorale d'Homme de Paris pour dire un mot à cette auguste assemblée lors de cette cérémonie. Alors, j'imagine que la raison, c'est parce que j'ai connu Papa Pébongo, comme nous l'appelions affectueusement Jean-Sébastien Bach. Il serait très difficile de faire un discours pour une auguste, pour un baoba comme Pébongo. Mais toutefois, je vais partager avec vous quelques extraits de la brève aventure d'une quinzaine d'années, 16 exactement, que j'ai passé avec lui à la chorale d'Homme Douala. J'arrive à la chorale d'Homme Douala en 95, je venais de Saint-Yaoundé. Je trouve Papa Ebongo comme directeur technique, principal maître de la chorale Douala, mais pour des raisons de son... Il avait toujours été en santé, je ne vais pas dire la santé, comme son corps s'affaiblissait déjà, il avait mis un jeune qui s'appelait Jean-Pierre Cossy, feu Jean-Pierre Cossy, père son âme, comme principal maître de la chorale, alors que c'est lui, Papa Ebongo, qui était directeur technique à l'époque. Alors, comme je vous ai dit tantôt, je vais juste raconter quelques extraits de cette aventure parce que ça nous prendrait toute la journée. D'une humilité déconcertante. Malgré qu'il était le directeur technique, on ne peut pas parler de lui sans parler de Tadé, qui était son frère et collaborateur à la chorale de l'Or, qui venait d'Ariki, qui arrivait aussi de 101. Alors, il me revient que toutes les fois que Pébongo avait une décision à prendre, alors quand on était en réunion, pendant qu'il nous encadrait les maîtres de chorale, il demandait toujours qu'est-ce que Padé a dit. Il se référait toujours à Padé. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, la direction technique a été confiée à Padé, qui lui aussi a pris un autre jeune qu'il a élevé, Feu Mledi Koum, qui représentait aussi, comme lui-même disait, c'était mes membres et mes yeux auprès de la chorale. Toutes les fois que nous avons accompagné Ebongo, que ce soit quand il était encore en Dogon, après la chorale, à son âge, il partait de Dogon, parfois en taxi, pour venir à la chorale, pas parce que personne ne pouvait le prendre, mais c'est parce qu'il était très indépendant, il voulait se sentir toujours indépendant. Et nous l'avons obligé quelquefois à le ramener en voiture avec certains amis, c'est le président Jean-Paul Togo à l'époque, et d'autres amis ont le pris dans la voiture pour le ramener. Ou quand même il est rentré chez ses enfants à Bonambéry, nous allions souvent l'accompagner. Même quand il était très affaibli, Pébongo avait toujours un œil et une oreille à la chorale. Il avait toujours des personnes qui l'informaient, je ne sais pas comment, mais toutes les fois qu'il y avait des choses qui n'allaient pas à la chorale, il demandait qu'on vienne le chercher. Il demandait qu'on vienne le chercher. Il était toujours à la chorale. Et quand il venait, on lui donnait la parole. Très souvent, nous n'entendions même pas très bien, mais nous comprenions ce qu'il voulait dire. Mais une seule chose se retient, c'est qu'il ne parlait jamais sans parler des maîtres de chorale. Même si le problème ne concernait pas les maîtres de chorale, à la fin, allez, vous savez avec quelle vigueur, avec quelle force il essayait de parler malgré qu'il était fatigué. Allez, respectez les maîtres. Il a terminé. Nous comprenions ce qu'il voulait dire. Tout le monde comprenait ce qu'il voulait dire.
Et ça se passait comme ça très régulièrement, si bien que ces enfants sont venus une fois à la chorale dire au président, écoutez, si notre père décède un jour là, nous allons vous le demander. C'est lui-même qui vient, à la chorale. Et Bongo aimait tellement la chorale. Je vais plonger dans l'aspect technique. Ceux qui l'ont connu savent avec quelle rigueur Bongo tenait à l'exactitude du rendu du son. Je me souviens que nous préparions le 70e anniversaire de la chorale Douala Douala. Nous avions fait nos répétitions au centenaire parce que nous avons pris un jour supplémentaire qui n'entrait pas dans notre loyer, enfin pas dans notre loyer, dans notre temps d'occupation de la paroisse de Pétion. Alors nous devions interpréter une cantate de Vivaldi, Antonio Vivaldi. Bongo nous a fait tronquer ce chant d'une très bonne partie, sans bien sûr le déformer, parce que nous n'arrivions pas à exécuter quelques notes dans un passage de ce morceau. Il nous a fait tronquer, nous n'avions plus assez de temps, il nous a fait tronquer parce qu'il disait non, ça ne peut pas passer comme ça. Il était très exigeant sur le rendu du son. Oui, on me demande d'arrêter, mais c'est un peu difficile. Alors, non, alors, j'ai vu, je raconte des histoires, j'ai vu, il y a quelque temps, je me souviens plus exactement quand, une vidéo dans laquelle j'ai vu le grand Manu Dibango avec Louis Sanson. Quand Louis Sanson a vu dans cette vidéo-là, je sais plus à quelle occasion, quand il a vu Manu, l'autre a dit, ouais, Louis, ils se sont fait des accolades. Un éclair est passé dans ma tête, j'ai dit, ah tiens, si P. Bongo était de la même époque que Jean-Sébastien Bach, il serait en train de se tapoter. Hey, JB, hey! Genre, parce que, en fait, P. Bongo avait comme modèle Jean-Sébastien Bach. D'ailleurs, l'introduction que j'ai interprétée tout à l'heure, c'est l'une des dernières compositions de P. Bongo. Son homonyme est là. Il pourrait peut-être le confirmer ou bien le reprendre. C'est l'une des dernières compositions de P. Bongo qui était la toute dernière. Ce qui l'a inspiré, c'était la toute dernière composition de Jean-Sébastien Bach. C'était la cantate BWV 668, qui était intitulée « Je viens vers toi, mon Dieu ». Je viens devant toi, je viens devant ton trône, je me présente devant toi, ô Seigneur. Avant sa mort, Jean-Sébastien Bach a dit, parce qu'il était complètement aveugle déjà en 1750, il a dicté ce chant à son gendre. Et c'est ce chant qui a inspiré Bongo pour chanter, pour écrire, parce qu'il a réécrit dans une autre gamme, pour chanter Monangan. Monangan, qui signifie adieu. J'en ai fait l'introduction tout à l'heure. Je voudrais solliciter votre indulgence, je sais qu'il est trop tard. Parce que ce chant-là, il faudrait bien que vous le compreniez, qui n'a son sens que dans son intégralité. Je vais en exécuter une strophe. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Yo ni wo le ya mo le ma mo ni go go di ma mo ma bo nya
Excusez-moi, le P Bongo, c'est parce que j'ai l'impression de lire. Excusez-moi, je vais terminer. La dernière composition de Padé, à ma connaissance, de P Bongo, oui, de P Bongo à ma connaissance, c'était la marche au clairon. Figurez-vous, jusqu'à l'année dernière encore, P Bongo, j'ai vu des images, malheureusement, si on avait été associé de l'organisation, nous avons jeté une petite vidéo. J'ai vu P Bongo en train de corriger encore avec son fils adoptif, qui est mon ami Mélécoulé, qui était celui. Je l'ai vu en train de corriger encore sur l'ordinateur. Je dis non, et ce chant c'était quoi? La marche au clairon. Mon professeur dit tout à l'heure qu'il avait un souci parce qu'il a senti qu'il y avait un déficit de fraternité au pays. Et ce chant concernait justement, c'était un chant de rassemblement des Camerounais malheureusement qui n'est même pas encore sorti. J'ai vu la vidéo, il était encore en train de chanter. Et il a, non seulement il a fait chanter les notes, il a chanté lui-même. J'ai vu la vidéo. Et c'était vraiment extraordinaire. Ben écoutez, j'aurais pu dire beaucoup de choses, mais vraiment, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Le 12 janvier dernier, c'était le futur Papa et le Bonator dans sa 108e année. C'est un pas lors de la Fédération des parents d'hommes du Cameroun qui vient de succomber. Son simple nom était d'une grande autorité pour chaque choriste. Il était un chef de chœur chevronné. Une personne qui savait cultiver la compagnonnage, le compagnonnage, l'organisation et même l'unité. Pour notre ami, oui, parce que dans la parole d'homme, nous sommes tous d'abord des amis. Pour notre ami donc Papa et Bongo, le chant c'était sa passion. Dans les livres de la Fédération, il avait le matricule 34 AO 123. Il est entré à la mer des chorales d'hommes Douala en 1934. 3 ans seulement après sa fondation en 1951. Si j'ai bien calculé, il a été choriste pendant 85 ans. Il a participé au progrès, à toutes les transformations
et au développement de la chorale du Cameroun. Papa Ebongo a côtoyé tous les premiers militaires de la chorale, notamment le fondateur, Alfred Bois, Ndiaye Tablé, Albert Noubert, deuxième vice-président de 59 à 79, ou encore Auguste Elora Pena, de 77 à 96. Il disait toujours chanter et sortir la voix du cœur. Une personne qui chante laisse parler son cœur. Compositeur et organisateur émérite, Papa Ebongo a tenu la baguette pendant de longues décennies. La chorale d'Homme a connu sous sa houlette de nombreuses activités ordinaires, mais aussi des animations qui sortaient de l'ordinaire. Il faisait sienne la devise qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Grâce à lui, la chorale a connu un souffle nouveau, de la vigueur, de la rigueur, de l'enthousiasme pour les mêmes œuvres les plus compliquées qui ont tenu un réel succès. Nous saluons la mémoire d'un fatigable musicien, un fatigable maître chanteur. Je voudrais m'arrêter là pour le côté choral. De toutes ces qualités de Papa Ebongo, le plus important est qu'il donnait son temps pour être solidaire avec les autres. C'était un homme extraordinaire, avec beaucoup de connaissances et d'une grande sagesse. Il était aimé et respecté de tous, grâce à son côté humain, je répète, comme tout le monde le dit, son humilité. Il avait une droiture de sentiment et une rectitude d'esprit à toute épreuve. Discipliné et surtout méthodique, Papa Ebongo n'était jamais en retard sur quelque événement que ce soit. Pourtant, il préférait se déplacer, souvent à pied. Vraiment, c'était un honneur de le rencontrer. Une chance d'être à ses côtés. J'ai eu l'honneur et le privilège de le connaître depuis mon bas âge. Nos familles étaient proches. Il était à l'école avec ma maman. Mon grand-père, pasteur Paul, alors que c'était le premier président de l'Église évangélique du Cameroun, en poste à Yabassi. Franchement, je passerai une journée entière pour vous parler de Papa Ebongo. Je vais vous livrer une petite élément qui montre que Papa Ebongo était un être exceptionnel. Il aimait beaucoup les bananes. Il aimait les manger sous coloré de sucre à poudre. Vous voyez? Comme boisson, il aimait la grenadine. Vous connaissez la grenadine chez nous? Très très sucrée, rouge. Il y a ajouté des morceaux de sucre. Mais il a 108 ans. Voyez-vous? C'était un grand homme. Un homme exceptionnel qui s'en va. Papa Ebongo, nous sommes dans l'espérance que là-haut, avec les anges, dans la demeure de notre puissant Seigneur, où tu te trouves maintenant, tu vas harmoniser pour nous cette fois des mélodies encore plus belles, des mélodies célestes. Espérance Tita, au nom de toutes les chorales de la Fédération du Cameroun, qu'elle représente ici, présente à ta famille ainsi qu'à tes proches, ses sincères condoléances. Alors oui, je vous remercie.
Nous avons une tradition. J'aimerais bien qu'on la respecte et qu'on la pratique. Merci pour la présence de tous dans ce lieu saint cet après-midi. Je voudrais m'excuser auprès de nos amis, invités étrangers qui ne comprennent pas notre langue. Mais la tradition chez nous veut que lorsqu'on s'adresse au peuple, on parle la langue maternelle. Nous savons tous que la langue française est notre langue nationale. Mais quelques circonstances exigent que la tradition prime. Papa Ibongo nous a quittés. Je demanderai au chef traditionnel, au peuple savoir de se lever et de se lever. Se laisser pour le mal. Nous va oublier à ce fait, nous avons fait battre de ma vie. À quel moment nous allons voilà la papa.
masomo. Parce que les mots ne seront pas compliqués. Papa Amar. Boa, maintenant. Moasu Nyasawa, et quand tenant. Et comment tout? Tante. Et quoi matou? Tante. Nala wono na timselebe sewa ukiri masumu. Chitola masumu, babina kwirwana, yene biyama home. Unangane, sangasu. Mturasu. Patriarche, kaneva beono na wakala. Dindene labula, dindene tiburane. Dindene tiburane. Buma. Bako pete. Ulungwa suwa mabie, akala wabe una bibliothèque. Badi ya uya. Boa getana. Papa Mungu la simlanjese itokobenulao. Demboa. Na bata ko tipsele mo masuma, tipsele pemo kitala ndulu na masuma. Pete unula ndulu alinoso. Papa Mungu aweli alo umboa ubia bambame o kanedi uno singa igbe yamu na mulo na no biso bane bakwa na no bane bale sawa la corazón de na adi biso egbea na mu sa egbea mu na saba o misomao en mamujita o matoi mau asengi jita abodi pele bolo jita ale kaneni te alino singambu nyabelongi de ale pe na kala tinyese ale pe mambu mese mina matenge ne kunule ku abole akiku umba nyina wenge kumbasu yitana dibemo na yi wala busuwenge kuma mumanya ina nyai kunyula na ibulo babam na biliji babam na musangu ngundi na panbambame na mo gona su nyamungu ile bisomweni na mumweni ngende mbo hapo mutubo unamunduma beba mwana koroba na dumna nibwa na mbo hapo mutubo iburuni papa abuno kulungalese mopende eno jele biso na mboasu ilati ebende mutu mbo hapo na mutumo unyanika
dinanga le mo umba de kumbu bile mania ma piwana busu dingere dinduta ajijele papa umboa ngaba bambe tiani adisima ho tura moto ai mawo atimbane o ngaba bambe nyani ka mboa usibandu asiweji alonde ulondo umboa bambe la vita de voi. Di biana na mende lansa le boa, tona na bula nos ma di
Tobo, Benba Baouti Nassorber, Nassorbor. Pasteur Jean-Pierre de Roche, quand nous préparions ce culte, effectivement, je t'ai dit, il n'y a pas d'hommage traditionnel. On ne le fait pas dans une église. On ne peut pas faire un hommage traditionnel dans une église, parce que ce n'est pas l'endroit approprié. Néanmoins, il peut y avoir des témoignages. Et l'âge de nos pères, effectivement, il est de bon ton qu'on puisse lui rendre un hommage, parce que c'était un patriarche. Et un patriarche, c'est quelqu'un qui a, avec un certain âge, qui a accumulé une certaine expérience, qui était de bons conseils pour toute la famille. Donc c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça qu'on s'exprime, c'est pour ça qu'il y a ce cérémonial, cet hommage que nous rendons à notre père. Notre père a eu la chance d'être coopté dans l'assemblée traditionnelle du peuple sawa, c'est-à-dire ceux qui sont de la côte camerounaise. Et ça, c'est une chance parce qu'elle n'est pas accordée à tout le monde d'être accepté dans ce petit carré personne qui donne des conseils pour la conduite, qui revoit certaines de nos traditions. Et notre père, Anatole Ebongo, a eu cette chance. Alors, qu'est-ce qu'il en est plus précisément en tant que patriarche? Qu'est-ce que... Oh, je pense que je suis assez audible. Tu veux que je prenne le micro? Le 12 janvier 2019 s'éteignait à Douala Ebinde Ebongo Anatole Adolphe, dans sa 108e année, après une vie pleine, riche et consacrée à servir son pays. La musique, la réhabilitation de nos cultures orales sawa, Ebinde Ebongo Anatole Adolphe, qu'on appelait affectueusement Papa Ebongo et Ebongo, est né sous le sceau des traditions et des coutumes. Le 11 août 1911, à minuit, de Ebongo Ngane, Mbonjo, du village de Bouéné, et de Sarah et Kalima Congo, du village de Mutimbeleme. Il est le 8e enfant d'une grande fratrie, 7 mourants en bas âge. Ebongo sera le seul à survivre sous la protection de sa famille maternelle, de Bonamongo, de Mutimbeleme. En effet, il a fallu que le doyen, le patriarche de Bonamongo, fasse le rite de l'Essa à Bouéné pour que ses supplications soient entendues et qu'on dise au moins un seul reste. Ouais, il est difficile de comprendre la généalogie de Papa Ebongo sans connaître nos traditions et nos coutumes. Il y a une souche Bodiman, Oko et Odi. Et cette triple appartenance, il en était très très fier. Il a toujours demandé à ses enfants de continuer d'admettre et de le promouvoir. Et c'est ce qui faisait en fait sa richesse. Papa Ebongo est allé assez tard à l'école. Parce que sa mère, on le comprend, elle a perdu tous ses enfants. Et il y en avait un qui restait. Alors elle a dit, celui-là, je ne le lâche pas. Partout où elle allait, elle avait son petit enfant avec elle. Il a fallu que son oncle, l'évangéliste Adolphe Ebouya, l'arrache et puis l'amène dans ses multiples affectations. Et dans toutes les écoles, où il allait, il n'avait pas d'école où on apprenait le français. Par contre, à Bouéné, il y avait une école où il y avait son oncle, Carl Mouélé, qui était maître. Mon grand-père, Bélanjo, était dans cette école-là. Mais sa maman ne voulait pas, elle a dit, il reste à côté de moi, que je le garde, qu'on ne me le prenne pas. Donc, bon, effectivement, va avec, il est sous la houlette de son grand-père, et son oncle est affecté à Douala. Et à Douala, à l'école d'Akoua, il est inscrit alors. Et il rencontre mon grand-père, Bébanjo, qui lui dit, bon, pose la question,
à 12 ans, parce que c'était en 1923, est-ce qu'il ne faut pas qu'on t'enlève quelques années pour que tu payes Bongo a refusé à dire je garde mon âge, donc le problème était réglé. Donc à 12 ans, P. Bongo va à l'école des Blancs et il est inscrit en classe de 4e, parce qu'on était encore sous le système allemand qui comptait 11 classes. Donc P. Bongo s'inscrit en classe de 4e et l'un de ses maîtres, vous savez, notre grand-père Bébanjor, lui dit « Je vais faire de toi un homme ». En tenant compte de tout ce qu'il a appris en Douala, parce qu'il avait appris beaucoup de choses en Douala. Il n'était pas un inculte, mais par contre, il était intelligent. Il connaissait pas mal de choses déjà de la vie. Donc, il obtient son CEP en 1929 sans avoir doublé une classe. Et en plus, il intègre l'école à Foulassi que nous connaissons. À l'école, pour à Foulassi, il a connu votre grand-père Ekwale Saka. Ton père Ekwale Saka. Ton père, effectivement, Ekwale Saka, ils étaient tous ensemble, qu'il admirait, qui était la deuxième promotion et qui a été major de la deuxième promotion. C'est alors qu'il a aussi rencontré René Afamé, Jean-René Afamé, Minko Bamba, Douala Manda et Local, Masuke. Et c'est là aussi il s'est installé. Il a commencé à se former à la musique et à approfondir ce qu'il a connu, ce qu'il avait appris. Ensuite, il viendra en France, il va faire ses études, il a habité à Clamart. Notre père, Ebongo Anatole, épouse Hermine Eoulou Doumé, sa première femme, qui est la nièce de Bébanjor. Et de cette union naissent Marthe Ekale Ebongo, Daniel Ekoulé Ebongo, Ernest Ngale Ebongo, Abel Doumé Ebongo, Sarah Kwedi et son fils Médard Gaba Zana. Et Jean-Jacques nous a expliqué pourquoi il était son fils et maintenant ça a tout un sens. On le comprend maintenant. Enseignant, puis il a passé des concours, et ce qui était remarquable, c'est que P. Bongo, tous les concours qu'il passait, il était premier. Ouais, mais ce génie. Alors, à sa retraite, effectivement, il est coopté, comme je l'ai dit, dans l'assemblée traditionnelle du peuple Sawa, c'est-à-dire le peuple Sawa, c'est celui de la côte. Et cette assemblée traditionnelle, on y entre par cooptation. Il rentre sous la présidence de Paul Soko Priso. Et puis Bongo siège alors avec le prince King. Mangada Kwa, André Ngame était secrétaire, Léopold Moubeti à ton oncle, Isaac Eyolo et Saoué, Charles-Henri Congo de Benjor, Auguste Mbonde Loko, Bam Johnson, Bernard Obé Palais, Robert et puis Daniel Oubeyako, qui était son ami à la chorale, Aïten, c'est Indéné. Et puis, c'est Indéné. Et puis les autres, Jean Djemene. Arrêtez un peu. Donc, toute cette génération se retrouve au sein des Beyumba Bateau. C'est eux aussi, les Pla et Bongo, qui vont admettre Éric de Rone Dibunje. Bon, Pa et Bongo a aussi assisté lorsque notre président de la République est venu à Douala, lorsque Pastor King a fait le travail, Pa et Bongo était là. Le travail qu'ils avaient à cœur de faire, c'était celui d'écrire un livre d'histoire. Bamela Sawa, Douala. Ça, ils avaient à cœur de l'écrire. Bon, hélas, certains sont morts. L'une des principales contributions de Pa Bongo au sein du Ngondo a été, cette génération au sein des Beyumba Bateau, a été de remanier le Malé Mangondo. Ça, ils avaient commencé à le faire.
et de travailler sur certains sujets tels que la généalogie et puis tant d'autres. Le regard d'Anatole Adolphe dans la tradition a été de bien comprendre et d'en faire une juste interprétation et une liberté. Témoin de l'histoire, Bérongo a connu, comme on l'a dit, les mutations de notre société. Celle de 14 et 18, Lotina Samé, il a connu, Lotina Samé, l'indépendance. Et comme l'a dit le président du Ngondo, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, parce que il connaissait beaucoup de choses. Bérongo, à toi la gloire et à toi les honneurs. Konoman, Konona Tenaman, Tana Dinade, la bola sou oso, la belle banaba oli son teme, Dina, ou les Borio, Nouva. Diania Djenge, son, la sauce maintenant, la sauce maintenant, la sauce, ou la sauce, Nangane, Bébongo, Lili, va. John Amorne, Anatole, Béboua. C'est dans ça. Donc là, on a et il y a les
Étant donné que nous sommes dans la maison du Seigneur, comme vous l'avez bien dit, c'est une maison du Seigneur qui nous accueille. Vous avez dit un lieu saint, mais comme protestants, il n'y a pas de lieu saint. Le lieu saint, c'est le lieu où le Seigneur nous accueillera, c'est-à-dire là où il réside lui-même, c'est-à-dire son paradis. C'est un lieu où vous êtes tous accueillis comme enfants de Dieu, quel que soit ce que vous êtes et ce que vous faites. Ceci étant dit, je vous invite à prier le Seigneur pour que la parole que nous allons entendre soit pour nous une parole de délivrance, une parole d'apaisement, une parole de confiance. Et que je suis sans bien en moi, sinon mon sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous donnes autour de notre patriarche, celui-là même que tu as appelé et que tu as formé par tes soins, et tu lui as donné, Seigneur, d'être pour nous une référence. Et aujourd'hui, nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi ensemble nous élevons vers toi cette action de grâce. Et au moment d'entendre ce que tu as pour nous aujourd'hui, nous te demandons de faire taire en chacun de nous tout autre esprit que le tien. Et qu'au nom de Jésus, cette parole que nous allons entendre devienne pour nous parole de vie. Amen. Amen. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Dites-moi, vous êtes combien à réaliser qu'à travers Anatole et Bongo, le Seigneur a fait de grandes choses pour vous? À travers lui, le Seigneur notre Dieu a fait de grandes choses pour vous. L'hommage que nous rendons aujourd'hui, c'est pour signifier cela. Voilà pourquoi, même si je peux avoir les larmes aux yeux, ce ne sont pas les larmes de tristesse ni de détresse, mais ce sont des larmes de joie. Parce qu'à travers lui, je crois que le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. J'ai perdu ma mère à l'âge de 12 ans. Donc, je suis une fille africaine qui a été totalement élevée, encadrée par son père. Ce qui me donne parfois une culture pas totalement conforme à certaines traditions. Et je suis très touchée aujourd'hui d'être ici. D'abord parce que cette paroisse, je suis arrivée en 2003 parce que après des années de militantisme, d'intellectualisme bien pensant, j'étais jamais revenue à l'église et mon fils a demandé à être baptisé.
Et c'est comme ça que je suis venue voir le pasteur de Roche en lui disant, écoutez, je suis une brebis égarée, mais mon fils voulait revenir à l'église parce que ce qui caractérise notre famille, aussi bien de la famille maternelle que la famille paternelle, c'est des personnes qui ont contribué à l'installation du protestantisme dans leur village. Donc mon père, c'est toujours, tout en étant multiple, et c'est ce que je retiens de l'éducation de mon père, c'est ne pas être d'une seule pièce, ne pas se mettre dans sa petite vie et dans ses certitudes, ou s'ouvrir à tout ce qui peut nous enrichir, parce que c'est de là que naît quelqu'un qui peut se prévaloir d'être intelligent, intellectuel et tout le reste. J'appelle Bernadette parce qu'on a grandi ensemble. Ma soeur, qui était, comme disait Jean-Jacques, ma soeur jumelle, est décédée il y a 7 ans, en même temps que mon fils. Et son office a eu lieu aussi ici. Donc je suis particulièrement touchée. Mais je vais quand même raconter, on va raconter en 2 fois, on va pas être très longue, mais on va raconter en 2 fois. Donc je suis Bernadette, la petite sœur de Jean-Jacques que vous avez vu tout à l'heure. Mon histoire se passe en 3 temps, puisque il y a un temps où j'ai Papa Noël, Maman Noël, donc Pépongo et Staminé. Hein, c'est le temps du bonheur. Moi, j'arrive à Douala en vacances, hein, je vais dire l'été, hein, je suis désolée, au mois d'août. Et puis on me dit, ben, tu vois, tu vas chez moi, tu restes à Douala avec ça. Bon, et ben, bon, d'accord, j'ai toujours vécu avec, là ou ailleurs, c'est pas gênant. Sauf que vous voyez, c'est le deuxième temps. J'étais là au mois d'août, et au mois de mars, c'était là, c'était terminé. Alors, quand vous avez nos âges, justement, c'était le drame total, mais avec quelqu'un de très solide, qui nous a maintenus dans une confiance profonde, qui nous regardait, parlait peu à l'époque. Parlait peu, oui. Du coup, j'ai appris à décoder ses gestes. Il hochait la tête. Il mettait les mains derrière son dos, et je le guettais. Et on se guettait comme ça, une petite phrase, et on se comprenait. Voilà. Et ensuite, c'était la mort de mon père. Donc, vous voyez, 68, 72. Donc, entre deux, nous étions de vraies orphelines. Et nous nous appellerons l'une et l'autre mon soeur, parce que nous ne savons pas du tout comment faire, comment continuer. J'ai donc grandi avec quelqu'un que j'appelais papa, quand j'étais à Douala. Quand j'allais à Yaoundé, celui de Yaoundé me disait comment va papa, parce qu'il l'appelait aussi papa. Du coup, j'avais des papas qui s'appelaient papa et que moi j'appelais papa. Alors c'est pour vous dire un peu le vaste monde dans lequel je vivais. Et donc là, j'ai été projetée dans tout cet amour, toute cette confiance qu'on nous a toujours accordée en nous disant faites vos essais dans la vie. Ouais, si vous plantez, relevez-vous. C'est tout. C'est ce que j'ai retenu de papa. Voilà. Bon, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la singularité de la naissance de mon père, qui a eu 3 filiations, qui a gardé ses filiations en lui. Et nous avons ici notre chef de famille, Eboabo de Flore, qui est le fils de celui qui a mis mon père à l'école, qui l'a encadré, qui a joué le rôle de père, Adolphe Bédéboué, qui était son homonyme. Et c'est pour ça que mon père s'appelle Anatole Adolphe Ebongo. Voilà. Nous sommes des Bénins, mais en même temps, nous avons toujours vécu avec tous les amis de mon père, toutes les cultures du Cameroun. Ça nous a forgé à avoir toujours un regard ouvert. Ce que je retiens de mon père, c'est que c'est la maison où tout le monde pouvait lire un journal. C'est avec mon père que j'ai appris à lire Le Monde, la page financière du Monde, et l'Express, et tous les journaux qui sortaient. Et on arrivait simplement, on s'installait et on lisait. On avait un cuisinier qui était ancien séminariste, qui avait fait le petit séminaire et qui jouait divinement bien au piano. Alors il était dispensé de toutes les tâches pour lesquelles il était payé. Ma mère s'arrachait les cheveux, mais Bernard Bourgonon s'installait au piano
Et mon père disait à ma mère, il faut le laisser. Et il lui disait, la bibliothèque, Corbel, tu fais ce que tu veux, tu es l'enfant de la maison. On a vécu aussi bien avec des damnifiés, des peuls, des boulots. Mon frère qui est médecin s'est retrouvé en situation complexe une fois parce qu'il était obligé de travailler avec un équato-guinéen qui ne parlait qu'espagnol et lui ne parlait que français. Alors il lui a dit, est-ce que tu parles franc? Il a dit oui, et ils ont travaillé comme médecins en communiquant en franc. Donc ce que je veux dire aux Africains, toutes nos langues disposent de tout ce qu'il faut pour travailler dans tout ce qui nous intéresse. Je voudrais dire que mon père avait aussi cette singularité d'ajouter quelque chose chaque fois qu'il prenait des fonctions. Quand il est arrivé à la douane, il a modernisé la douane, il faisait un rapport chaque année pour dire ce qui se passait dans ce Sud-Cameroun où il y avait le thème, la frontière avec la Guinée espagnole et toutes sortes de trafics. Et il a appris à l'administration coloniale qui avait des trafics et qui perdait de l'argent dans cette région. C'est pourquoi on a décidé de le nommer chef de poste, chef de bureau, donc cadre de la fonction publique coloniale. Voilà. En même temps qu'il était fonctionnaire, il restait un Camerounais. Il avait eu sa formation de Foulassi et je pense que Foulassi a représenté quelque chose de très important parce qu'il y a eu Kwale Saka qui était un chef traditionnel qui s'est... Papa a dit, il a été intellectuel, il était major de sa promotion et il s'est organisé, il s'est acharné à moderniser la fonction traditionnelle d'un chef. Alors, j'appelle tout le monde à comprendre que ce monsieur de 108 ans a toujours travaillé à dire, tu as raison d'avoir ton opinion. À table, on avait toutes sortes d'opinions. Henriette et moi, on était les gauchistes, Daniel, un centriste, papa, plutôt de Gaulle, mais à table, on discutait de tout et chacun avait sa parole. Et je pense que c'est ça qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui, de ne jamais s'enfermer dans une seule solution, une seule certitude, etc. J'apprenais donc à mon âge, en fouillant dans les affaires de mon père, qu'il avait été, quand c'est lui qui a inscrit la douane au GATT, l'actuel OMC, à l'époque on s'appelait le GATT. Et arrivé à une réunion, il était question de la réintégration de l'Égypte au GATT, puisqu'il avait quitté avec la problématique du canal de Suez. Et c'est mon père qui a rédigé le mémorandum du retour de l'Égypte dans cette institution. Quand il a pris la direction de la douane, il s'est acharné à enseigner à tout le monde, à exiger de tout le monde le travail bien fait, la correction, le respect de toutes les fonctions, y compris le planton. Parce que ce planton-là fait partie de toutes les milices. Il apporte quelque chose à l'institution. Il a travaillé à l'intégrité, surtout contre la corruption qui nous mine aujourd'hui en Afrique. Et il ne s'est jamais consolé de voir son pays, dont il avait organisé avec Gabadiana quand il était son chef de cabinet, dont il avait organisé la fonction publique telle qu'elle devait être. Donc, quand nous rendons, il ne faut pas que j'oublie les familles, parce qu'il y a, dans les enfants, il y a les enfants massouquais, il y a son neveu qui est parti très tôt. Vous voyez cette photo? C'est mon frère et puis André Michel qui était délégué à Douala, qui, rentrant d'un voyage en Italie, a ramené cette veste à mon père. Et c'est la seule photo où mon père sourit, parce qu'ils sont allés inaugurer sa maison à Yabassi. Il lui avait dit, retourne quand même à Yabassi, même si tu vis à Douala. Et c'est pour ça que les enfants épais, André Michel, sont les petits-enfants
de mon père sont mes neveux. On n'a jamais eu une filiation uniquement de sang. On a toujours une filiation. Quand je dis c'est ma sœur, les gens me disent comment tu peux être la sœur d'une fille Marissa. Quand on a plusieurs branches familiales et tout, et des boulots, et voilà, on a vécu comme ça. Et j'appelle tout le monde. C'est pour ça que parfois vous me trouvez bizarre, détestable, etc. Je vous censure à la trouver bizarre. Et je pense que j'ai découvert dans les archives de mon père qu'en étant fonctionnaire colonial, par sa culture de Foulassi, qui était une culture où ils avaient beaucoup lu sur la Révolution française, ces Américains avaient sûrement des intentions de faire en sorte que ces Camerounais francophones contestent la colonisation française. Et je me suis rendu compte que mon père avait soutenu les nationalistes, qu'il avait signé pour que Oumaya Menu, qu'il recevait des gens à la maison. Et qu'il ne nous le disait pas. Il ne le disait pas. Mais il nous racontait des petites anecdotes pour qu'on comprenne qu'il soutenait ces gens-là. Tu te souviens de Nkoulouyono? Oui, le commandant de cercle, parce que c'était le vrai chef, hein, c'était pas le gouverneur central, le commandant de cercle, passait régulièrement chercher des poulets ou des vaches, des chèvres chez Nkoulouyono. Et Nkoulouyono avait trouvé une astuce, celle d'attacher une chèvre au pied d'un arbre, de demander à ses enfants de taper sur la chèvre. Du coup, la chèvre piétinait. Et puis, quand le commandant arrivait, il disait: mais j'avais préparé une chèvre pour vous, regardez comment. Elle est partie dans la nuit. Donc, on avait compris, on avait mis du temps à comprendre qu'il y avait des anecdotes comme ça pour nous montrer que ce n'était pas si facile que ça sous la colonisation et que nous ne devions pas accepter l'injustice. On pouvait toujours se battre contre l'injustice. Voilà. C'était un peu ça. Et alors mon fils qui était plutôt dans la culture rock, est allé passer une année avec son grand-père en 2009. Ils ont ensemble travaillé sur la musique classique. Et ils ont ensemble travaillé sur... Mon fils qui était plutôt sur la culture rock est allé passer une année avec son grand-père en 2009 et il travaillait un jour par semaine sur la musique classique. Et alors, c'est pour ça que je pense que l'année dernière, on essayait de monter une fondation via un événement pour que tous les enfants, mon père a dit que c'est grâce à l'institution protestante et à la cour de l'église protestante qu'il a pu avoir accès à un piano, accès à la culture musicale, accès à un certain nombre de choses. Donc mon père, si je dois résumer, c'est un enfant né dans la tradition avec la singularité de sa filiation, qui est l'enfant du protestantisme par sa formation et ses croyances, et qui est en même temps, par son esprit de justice, de solidarité et de responsabilité, qui est aussi un nationaliste. Il est tout ça à la fois, et je pense que ce qu'on a hérité de lui tous, c'est qu'on est multiples, qu'on est tous là, que je ne me sens jamais rien, seulement camerounaise, seulement Douala, seulement Sawa. Je suis tout, et j'ai des amis de tout bord et de tout pays. Voilà. Et elle ne peut pas se le faire parce que tout en étant petite, ce que nous avons regardé, et avons d'ailleurs considéré comme nos frères, c'était les parcours de Nouvelle-Guinée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce coup de la Nouvelle-Guinée. Très très loin d'ici, à 20 000 km. Papa nous faisait voir la vie d'autres Noirs ailleurs, peut-être pour nous faire sentir que quel que soit le continent, le Noir devait se battre. Namajadi Buwalaga, no, me, I'm a
Thank you.